fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus au sein des chercheurs en fait, pour estimer que c'est à partir des années 2000 qu'apparaissent notamment ces premières vagues de migration entrepreneuriale chinoise en rupture avec des figures beaucoup plus connues, notamment celles des coopérants techniques. Je veux parler notamment de ces travailleurs chinois, on va dire importés de Chine pour souvent la réalisation de travaux d'infrastructure et qui optent pour l'installation parfois dans le pays d'accueil à la fin de leur contrat. Donc, moi, je me suis intéressée en particulier à ces nouvelles vagues, en fait, qu'on peut appeler en fait des nouvelles migrations, de nouvelles formes migratoires qui, justement, en fait, vont être en rupture avec ces figures beaucoup plus connues parce qu'elles sont marquées par la prévalence, en fait, des carrières commerciales en particulier. Donc, pour le cas du Sénégal en particulier, elles vont devenir de plus en plus visibles après 2005, donc après le rétablissement des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Mais c'est important aussi de préciser que les logiques en fait de ces migrants sont distinctes des logiques des États-nations. Donc, un autre point aussi qui est important, c'est qu'en fait, c'est une migration de travail qui est le fait d'aventuriers, d'aventurières qui sont partie prenante de la conquête par le bas du continent africain et qui vont s'appuyer sur les réseaux relationnels existants dans le pays d'accueil pour favoriser en fait la réalisation la concrétisation de leur projet. Donc, au Sénégal, par exemple, on va remarquer que ces réseaux relationnels vont participer à la configuration de chaînes migratoires composées essentiellement de migrants originaires du Hénan. Henan, en référence à l'appartenance géographique des employés primo-arrivants de la société de BDP Henan China, qui est anciennement implantée au Sénégal, alors qu'ailleurs, par exemple, si je prends l'exemple du Cap-Vert étudié par un auteur comme Antoine Kernan, on voit que en fait, c'est plutôt une chaîne migratoire de personnes originaires du Fujian qui se dessine plus dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est par rapport un peu, par rapport en fait un peu de manière assez ramassée sur les aspects en fait historiques. Et concernant leur motivation maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est une migration de travail. Donc une migration de travail motivée essentiellement par des raisons économiques. Donc par l'entrepreneuriat commercial à l'étranger, notamment vers le Sénégal ou les autres pays africains. La plupart de ces jeunes, parce qu'ils sont assez jeunes quand même, il faut le dire, c'est une population assez jeune, espèrent échapper à la disqualification sociale, à la routine d'emploi peu valorisant dans les villes de leur pays où leur statut de migrant, mais aussi leur faible niveau d'instruction ne leur donne pas forcément accès à la reconnaissance. Donc ici, l'aventure migratoire, elle est instrumentalisée comme un moyen d'accumuler du capital dans l'espoir de réaliser des projets entrepreneuriaux en Chine ou dans une moindre mesure comme une zone de transit en attendant une migration souhaitée dans l'espace de l'Union européenne. Et là, j'évoque notamment les travaux de Antoine Kernel à nouveau qui met l'accent un peu sur l'idée en fait que la présence chinoise en fait sur les sols africains, sur le sol africain, et c'est souvent en fait une migration faute de mieux, donc et je pense que c'est aussi intéressant dans cette description des motivations, en fait, de mettre aussi la focale sur le contexte chinois, sur les spécificités en fait de la société chinoise et sur les mutations propres en fait au contexte qui permet aussi d'éclairer les profils, les parcours, mais aussi les modes d'inscription économique sur les contextes dans les pays d'accueil. Au niveau des profils, Montera, mais aussi d'autres études confortent en fait l'idée, le constat plutôt que au niveau des niveaux de leur profil, donc de leur niveau d'études, la plupart en fait de ces jeunes migrants installés à Dakar, en fait, leur niveau ne dépasse pas celui du collège pour la plupart. Je n'ai rencontré qu'une seule personne qui avait une licence d'électronique, qui avait fait auparavant en fait une migration en Roumanie avant d'arriver au Sénégal. Mais pour la plupart, leur niveau d'instruction est assez faible. Et donc, pour ces jeunes qui sont très peu qualifiés et faiblement dotés en capital scolaire, très souvent, en fait, l'insertion professionnelle dans les grandes villes de Chine ou dans leur province d'origine, c'est opéré par le biais du travail informel ou encore le travail faiblement rémunéré en usine ou encore la succession de petits boulots pour les plus jeunes qui viennent de sortir tout fraîchement en fait du système scolaire. Donc, au-delà de la faiblesse de leurs capitaux scolaires, mais aussi culturels,
ces trajectoires de mobilité horizontale dans le contexte chinois, je pense que c'est important de le préciser, s'explique aussi par l'existence d'un système particulier instauré en Chine depuis environ les années 50 qu'on appelle le Hukou. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est un instrument de contrôle des populations et de répartition des ressources qui repose sur un système d'enregistrement du lieu de résidence et de l'état civil et qui fait en fait dépendre la jouissance de nombreux droits habituellement associés au statut de citoyen, qu'il s'agisse du droit au logement, de l'accès à l'emploi, à la sécurité sociale, ou encore le système de rémunération et les conditions de travail, des informations qui sont consignées dans ce livret-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a en fait une levée des barrières à la mobilité à l'intérieur de la Chine continentale. Donc, les mobilités intracontinentales, en fait, les barrières plutôt ont été levées, notamment avec l'entrée dans l'économie de marché. Mais malgré tout, en fait, c'est un système qui demeure et qui place les travailleurs migrants, qu'on appelle les Mingang, qui constituent l'essentiel de la main-d'œuvre urbaine, dans une situation déplorable, terrible, puisqu'elles sont victimes de leur origine géographique. En fait, parce que ils sont sans droit reconnus sur les marchés du travail urbain, et ça, quelle que soit la durée de leur séjour. Et là, je prends en référence notamment les travaux de Rouleau Berger ou encore de Froissart, qui montrent en fait que lorsqu'on migre, migrer signifie toujours perdre ses droits. Donc, quelque part, en fait, pourquoi j'ai voulu insister sur l'analyse, en fait, du contexte chinois, de ses spécificités, c'est que cette analyse, en fait, de la migration intérieure en Chine permet aussi de mettre en lumière les clivages sociaux, mais aussi l'accentuation des processus de disqualification sociale, de discrimination qui affectent les plus vulnérables sur les marchés du travail chinois, notamment ces populations migrantes, souvent victimes de leur statut d'étranger dans les villes de leur propre pays. Et donc, du coup, pour revenir un peu à cette question des motivations, derrière, en fait, cette aspiration à la migration internationale vers le continent africain ou vers d'autres contextes, il y a aussi ce besoin d'autonomisation des jeunes, leur besoin, en fait, de casser la routine d'emploi répétitive, souvent sans perspective d'évolution. Oui, effectivement, c'est une question importante à mon avis et ça a aussi poussé beaucoup d'auteurs, beaucoup d'analystes en fait à s'intéresser en fait à la migration, à la présence chinoise en Afrique parce que ça contribue aussi à opérer des transformations au niveau du tissu social, économique, des contextes d'implantation. Donc, mais ce qu'il faut aussi dire c'est une migration en fait qui est, on parle souvent en fait des migrants comme d'une minorité visible, parce que c'est moins par l'effectif des migrants engagés dans cette aventure-là que leur migration est parlante. C'est plutôt, comme vous le dites en fait, c'est à travers en fait les nombreuses ruptures, par exemple, qu'ils vont introduire dans l'espace urbain africain et sénégalais en particulier. Donc, je pense que c'est un consensus au niveau des chercheurs à ce niveau-là. Donc, au Sénégal, plus particulièrement, en fait, leur arrivée va marquer la fin du face-à-face sénégalo-libanais dans le domaine commercial. Jusqu'ici, c'était les grands commerçants sénégalais libanais en fait qui monopolisaient en fait le secteur de l'approvisionnement en fait des produits d'importation en provenance notamment de Chine. Et dans ma recherche, je m'intéresse aussi en fait au secteur de la cordonnerie artisanale, donc la petite production marchande urbaine. Et je trouve qu'en fait, qu'à l'image de la strate des cordonniers où les produits made in China déstructurent l'architecture séculaire du système de production et de commercialisation, notamment par la massification du recours à des matières de première importées de Chine, mais aussi par la concurrence que cela induit en termes de produits finis plus compétitifs, issus d'une économie du surplus, des usines mondes de la Chine. On peut faire en fait remarquer en fait faire le même constat, c'est-à-dire que dans le secteur du commerce, notamment par exemple la vente ambulante, mais aussi de la redistribution, c'est un secteur en fait qui a été profondément reconfiguré par l'éruption des Chinois aux grandes dames de ces commerçants, de ces grands commerçants circulants sénégalais et libanais.
Dans le commerce de rue, chez les commerçants de rue, par exemple, qui est aussi en fait une unité en fait des acteurs auxquels je m'intéresse dans ce travail-là. En fait, habituellement, ce sont les chevilles ouvrières de l'activité commerciale. Mais pour des raisons tout à fait naturelles, avec l'arrivée des Chinois, ils vont commencer à plus être soucieux de réduire les coûts de transaction sur un segment, comme je le rappelais, jusqu'ici dominé par les Libano-Syriens. Et donc, ils vont de plus en plus s'orienter vers les pôles d'approvisionnement tenus par les migrants chinois. Et ça, c'est un fait, mais je trouve que aussi, quelque part, c'est un fait qu'on a souvent retrouvé dans la littérature. Il me semble aussi important d'ajouter que, pour moi, en fait, l'analyse des raisons de ce partenariat nouveau entre ces acteurs locaux, notamment ces commerçants de rue. Je préfère l'appellation au passage commerçants de rue plutôt que de marchands ambulants parce que sur le terrain, on se rend compte qu'il y a une modification catégorielle parce que en plus des ambulants, il y a aussi des grossistes, mais aussi il y a des tabliers, etc. Et tout ça, en fait, c'est aussi occasionné par en fait la présence chinoise dans le contexte sénégalais. Donc, je disais en fait que l'analyse des raisons de ce partenariat nouveau avec ces groupes déterritorialisés doit aussi intégrer pour moi en fait la quête du respect et de l'estime de soi. Parce que jusqu'ici, ce qu'ils en fait mettent en avant souvent dans les discours, c'était en fait leur misère de position dans le dispositif commercial focalisé sur Sandaga et ses grands commerçants importateurs. Ça les exposait régulièrement à des expériences de mépris et d'humiliation, qui n'est pas nouveau pour eux parce que ce sont des acteurs économiques qui ont souvent eu des rapports, très souvent, ou généralement des rapports heurtés avec les pouvoirs publics aussi. Donc, en fait, ce qui marque un peu leur identité professionnelle, c'est aussi cette récurrence de situations d'injustice socio-économique et de violence symbolique, autant dans le rapport avec les pouvoirs publics qu'avec ces grands commerçants circulants. Donc, ce développement d'un nouveau partenariat bénéfique avec ces groupes de Chinois qui, du reste, fondés sur la confiance, la réputation, mais aussi des systèmes de loyauté, ça va permettre aussi d'accroître en fait leur pouvoir de négociation et leur donner l'opportunité d'accéder à la reconnaissance sociale, économique, mais aussi à du prestige, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'ici. Je pense que c'est aussi une question qui est importante. Et ça permet un peu de faire la transition avec ce que j'ai abordé sur le fait que ça permet un peu de leur présence en fait à contribuer à indexer un peu la vulnérabilité en fait de l'édifice socio-économique de ces grands commerçants sénégalais et libanais, en mettant notamment l'accent un peu sur un processus de démonopolisation. Et justement par rapport à à comment la population de manière générale, mais aussi ces commerçants vont appréhender leur présence là. Je pense que au Sénégal, mais aussi dans d'autres pays africains que j'ai pu retrouver dans les travaux, qu'il s'agisse par exemple du Maroc, du Cameroun ou dans d'autres villes africaine, l'émission, en fait, l'irruption des Chinois sur ces niches économiques traditionnellement dévolues aux nationaux va forcément, naturellement soulever de l'inquiétude dès le départ et aussi parfois une rhétorique assez xénophobe. Et donc, ce sont des réactions consécutives à cette prise de rôle dans le secteur commercial. Et que je voulais ajouter tout à l'heure, en fait, lorsque j'ai abordé cette question que vous me posiez par rapport aux transformations, c'est qu'ils vont aussi, en fait, s'approprier des lieux parfois très symboliques, comme c'est le cas à Dakar. Par exemple, à Dakar, c'est surtout dans dans des espaces centraux qu'ils vont
s'approprier, le transformer en territoire et faire en fait une marque en fait des investissements chinois à Dakar. Aujourd'hui, ces espaces sont considérés comme des espaces chinois à Dakar. Et donc, leur appropriation de ces lieux symboliques ont été relayées par les médias dès le départ et ça a souvent en fait contribué à intensifier le caractère novateur on va dire, de l'invasion perçue et des changements aussi sur la morphologie urbaine et économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas en termes de proportion d'effectifs qu'on parle plus d'eux, mais par rapport aussi, d'abord d'une part, par rapport en fait à leur appropriation, à leur irruption dans les secteurs d'activité initialement dévolus aux nationaux, mais aussi par rapport à leur mode d'appropriation, à comment en fait ils changent la morphologie des espaces comment dire, qu'ils s'approprient. Donc, au Sénégal, donc, les médias, effectivement, les commerçants sénégalais ont, dès les premiers moments, en fait, donné l'alerte en montrant mettant en exergue un peu cette ampleur de ces nouvelles vagues migratoires. Et surtout, c'est surtout le fruit des grands commerçants, notamment cette puissante organisation syndicale regroupant les membres les plus influents de la catégorie des grands commerçants importateurs, qui s'est particulièrement démarquée par l'organisation d'une offensive à la mesure notamment du péril perçu pour le développement de leur activité commerciale. Mais il faut aussi dire que, puisqu'en fait, la question elle est beaucoup plus large et s'étend notamment en fait au ressenti de la population sénégalaise de manière plus générale. Donc, ce front en fait d'hostilité, cette hostilité qui est vraiment naturelle finalement du reste, elle va être vite réprimée par un front populaire constitué par les associations consuméristes, les populations locales en quête de produits nouveaux et à bas coût. Parce que quelque part, la présence chinoise au Sénégal, en plus de profiter aux commerçants de sénégalais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui vont permettre un peu de pouvoir accès peut-être à une revalorisation en fait de leur contribution euh, comment dire, au tissu économique urbain dakarois, cette présence va aussi profiter aux Sénégalais ça va leur permettre notamment en fait d'accéder à des produits jusqu'ici un peu, comment dire, inconnus on va dire, ou difficiles d'accès et à bas coût aussi. Je pense que ça, c'est un constat qu'on peut généraliser à l'ensemble en fait des autres pays africains où on voit de plus en plus l'implantation de la présence chinoise. Donc en fait, des avis mitigés forcément liés à la diversité en fait des intérêts en présence, selon qu'on se place du côté des populations ou du côté en fait des acteurs économiques qui subissent en fait de plein fouet plutôt, excusez-moi, l'impact en fait, l'incidence en fait de la compétition, de la concurrence avec ces nouveaux acteurs de l'arène urbaine. Mon ouvrage et derrière cet ouvrage-là, c'est aussi tout mon travail de thèse. C'était aussi un prétexte pour moi, au-delà de la compétition urbaine, de pouvoir aussi mettre l'accent sur euh, ces acteurs de la compétition urbaine, qu'il s'agisse des cordonniers, des commerçants de rue ou encore des migrants chinois, pour montrer un peu leur carrière objective, mais aussi subjective, c'est-à-dire en fait toutes les modifications, comment par exemple ces Chinois en fait perçoivent la société sénégalaise, mais à son tour aussi comment les Sénégalais en fait perçoivent en fait la présence chinoise au-delà en fait de son intérêt, c'est-à-dire qu'au-delà du fait que ça leur permet d'accéder à des biens de consommation à bas coût. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ce que je peux remarquer, c'est que en fait, le migrant chinois à Dakar, il ne correspond pas forcément à la définition canonique de l'immigré, de l'étranger comme type social au sens de quelqu'un comme Simal, c'est-à-dire quelqu'un qui vient aujourd'hui et qui reste demain. C'est plutôt un nombre de l'entre-deux, un aventurier, comme je disais tout à l'heure, ou une aventurière dont les engagements sont particulièrement flottants, situés dans une temporalité et prenant en compte notamment la structure des opportunités politiques et économiques. J'avais un peu expliqué qu'au début, en 2005,
2005, ils avaient justement profité en fait de cette structure d'opportunités politiques favorables pour arriver en fait de manière de plus en plus remarquée. Et je pense que ce constat que je fais, cette analyse faite, elle rejoint aussi ce qui a été produit dans d'autres contextes, notamment en Afrique du Sud, par exemple, où Park, un auteur que j'ai lu, faisait également le constat du caractère temporaire du séjour de la troisième vague de migrants chinois évoluant dans le secteur du petit commerce. Alors, pourquoi je mets l'accent sur ces particularités? C'est que ça va aussi moduler en fait comment ils vont le type de rapport qu'ils vont établir avec la société d'accueil. Par exemple, à Dakar, le caractère temporaire de cette migration, il est surtout manifesté par l'option de la séparation avec la progéniture, souvent laissée aux grands-parents du couple, ou encore la durée négociée du contrat de travail pour les employés, les habitudes culinaires inchangées, mais surtout, pour répondre à votre question, la rareté des liens forts avec les autochtones. Et donc, cette tendance à l'adoption d'un style de vie qui est en déphasage avec le modèle véhiculé par la société d'accueil, parce que même dans les entretiens que j'ai faits avec des ressortissants chinois, il dit souvent, nous, on est des personnes réservées, on n'est pas comme, on réfléchit pas, on réagit pas comme les Sénégalais, on n'investit pas autant que vous dans les relations sociales. On peut ne pas te saluer entre Chinois, mais lorsqu'on a besoin de commercer, par exemple, cela ne pose pas de problème d'entrer en contact en lien avec les autres, alors que nous, au Sénégal, on a plutôt la tendance en fait à surdéterminer les relations professionnelles, sociales, notamment. Donc, on a en fait besoin en fait de ça pour identifier l'autre comme mon père. Et là, cette tendance donc en fait à l'adoption d'un style de vie qui est en déphasage avec le modèle véhiculé par la société d'accueil, elle va stimuler en fait l'activation de registres d'interprétation de leurs pensées courantes qui peut être assimilable au racisme. Mais je ne parle pas ici en fait de racisme. Je veux dire en fait que ce que j'ai pu observer, on ne peut pas le ramener à la question du racisme primaire tel que ça se pose habituellement, en s'appuyant notamment sur les différences biologiques. En fait, les problèmes d'intégration des Chinois au Sénégal et la question aussi des réactions populaires face à leur isolement plus ou moins volontaire, ça doit être plus mis en lien avec la question, avec la problématique du racisme différentialiste. Tel que ça a été conceptualisé par des auteurs comme Balibar et Wallenstein. C'est-à-dire que c'est plutôt en fait ce racisme différentialiste, en fait, il est plus l'indice de la différence des systèmes de valeurs, c'est-à-dire des manières d'être, de vivre, de penser respectives qui sont antagonistes, on va dire. Et donc, pour moi, en fait, ce concept de racisme différentialiste, il me permet de mettre en évidence ce sentiment d'irréductibilité des différences culturelles dans la sphère marchande, mais au-delà, dans les rapports de ces migrants à d'autres acteurs de la scène urbaine. Et quelque part, ça pose aussi la question de leur place dans la société d'accueil, mais aussi notre capacité en tant qu'acteurs locaux à gérer ce rapport d'altérité. Je prends l'exemple, par exemple, dans la sphère professionnelle avec les commerçants de rue. On voit que, comme je l'avais dit, en fait, c'est un dispositif de confiance, donc fondé sur des ententes, des accords, des systèmes de loyauté qui sont érigés avec le temps progressivement. Mais quand on interroge en fait les commerçants de rue, qui sont en fait les partenaires privilégiés, souvent ils disent nous sommes avec les Chinois en fait, on a tissé des relations d'amitié, nous formons une chaîne. Et il y a au-delà, c'est aussi des transferts de compétences commerciales, des savoir-faire qui circulent, mais aussi des négociations linguistiques parce qu'il fallait aussi créer en fait des codes linguistiques pour pouvoir entrer en transaction. Mais ce qui demeure en fait un obstacle majeur à l'intersubjectivité pour ces acteurs locaux, c'est en fait la permanence de la distance dans la proximité. C'est-à-dire que pour les commerçants de rue, les Chinois en fait ne sont préoccupés que par leur intérêt et ont peu d'égard en fait pour l'éthique du réseau relationnel, la morale et la philosophie de l'existence des populations locales. Et comme je disais, qui ont l'habitude en fait de surdéterminer les relations.
Donc, quelque part, en fait, ça permet en fait un peu de prendre la température, de voir un peu que oui, finalement, en fait, c'est une aventure, comment dire, marquée un peu par des motivations économiques, mais qui ne favorise pas pour autant en fait leur intégration à la société sénégalaise. J'ai rarement rencontré des mariages mixtes. Je pense que j'en ai vu qu'un seul d'ailleurs. On ne peut pas dire aussi qu'il n'y a pas de lien avec les autochtones parce que dans les commerces, au niveau des commerces, au niveau de ces espaces-là, par exemple, j'ai vu des commerces, des jeunes Sénégalais, comment dire, employés de ces commerces, en fait, être peut-être comment dire, dans un compagnonnage avec ces migrants chinois, mais on ne peut pas généraliser ça. C'est peut-être des cas particuliers et qui ne démontrent pas un peu ce problème d'intégration remarqué des Chinois, à la fois à Dakar, mais aussi ailleurs, quoi, ailleurs en Afrique. Lorsqu'on parle de la mondialisation hégémonique, qui est peut-être la forme la plus reconnue, on parle surtout en fait de circulation par le haut de capitaux, de marchandises, voilà. Et en même temps, je pense que c'est important, c'est intéressant, et je pense qu'au-delà de mes travaux, un certain nombre de productions aussi tendent notamment, je pense notamment aux travaux d'Alain Tarus, à Lons l'Auberger, notamment dans le contexte français, qui permettent aussi de mettre l'accent en fait sur d'autres modalités voilà, de cette mondialisation qui opère, qui est non hégémonique, parce qu'il y a plusieurs expressions non hégémoniques par le bas, et qui en fait vient se combiner avec ces formes en fait plus hégémoniques et qui se matérialisent notamment avec des formes de recomposition plus discrètes des territoires, des sociabilités et des réseaux, et opérant effectivement par le bas. Donc effectivement, cet ouvrage montre comment compétition urbaine, agencement et aussi tension dans les espaces intermédiaires, ce que j'appelle espaces intermédiaires, sont des espaces, des interstices en fait urbaines qui se produisent, qui se créent en marge des politiques publiques et qui permettent à des populations en situation de précarité, marginalisées en fait, de créer des ressources urbaines qui permettent de renforcer des réseaux de capitaux, de personnes, d'idées, d'informations, etc., de manière à pouvoir faire face, s'en sortir et pouvoir aussi comment dire, euh, convertir en fait des expériences négatives souvent éprouvées dans leur pays d'origine. Donc, les migrants chinois, je pense que je l'ai un peu expliqué, ont vécu ces expériences négatives dans le contexte d'origine. C'est aussi le cas pour les commerçants de rue sénégalais, mais aussi pour les cordonniers. Et donc, dans ces espaces-là, en fait, il se produit effectivement une mondialisation non hégémonique. Et pour en rendre compte, moi, je suis partie de terrains multisitués, c'est-à-dire des sites d'échange, de coopération, de production et de mobilisation de ces ressources plurielles pour voir comment opèrent ces agencements nouveaux produits par ces groupes de Chinois déterritorialisés qui évoluent dans l'activité commerciale majoritairement, mais aussi de jeunes promoteurs d'activités faiblement légitimés, cordonniers, commerçants de rue, qui sont aussi porteurs d'identités marquées par la faible reconnaissance institutionnelle de leur activité et le sentiment de citoyens de seconde zone. Pour moi aussi, c'est une illustration de, effectivement, la mondialisation par le bas, pour le meilleur et pour le pire. Je m'explique parce que en fait, ce que j'ai pu observer, c'est que les changements qui affectent chacune des strates que j'ai étudiées, qu'il s'agisse de la cordonnerie et du commerce de rue, en fait, ça ne peut pas être pensé en marge du processus de mondialisation, de ce processus de mondialisation par le bas, qui connecte les acteurs économiques locaux à ces migrants internationaux. Et dans ce mouvement-là, souvent, je me réfère aux travaux d'Alain Tarus, qui sont assez pertinents, parce qu'ils rendent compte un peu de comment ces dynamiques en fait, de mondialisation par le bas peuvent ou non en fait contribuer à déstabiliser les hiérarchies et ainsi de suite. Si je prends l'exemple par exemple du secteur de la cordonnerie, je montre notamment en fait que cette compétition permet justement de contribuer à déstabiliser les hiérarchies en fait commerciales professionnelles
Et en même temps, je pense que c'est aussi important de relativiser un peu, c'est-à-dire de nuancer un peu ce constat-là, parce que les données en fait que j'ai pu collecter permettent aussi de rendre compte que les difficultés rencontrées par les cordonniers, par exemple, ne sont pas toujours totalement imputables aux entrepreneurs migrants. Tout au plus, on va dire en fait que leur arrivée à contribuer soit à les intensifier, soit à les mettre en jeu. C'est-à-dire que effectivement, il y a des modifications, il y a des phénomènes de mise en tension, de mise en concurrence et de reconfiguration un peu de leur modèle organisationnel, mais qu'en même temps, on doit aussi mettre l'accent un peu sur des contraintes structurelles, sur des facteurs propres en fait à ces secteurs-là et qui empêchent en fait leur capacité d'adaptation à la conjoncture nouvelle, notamment à cette compétition. Notamment, c'est l'absence d'une organisation syndicale forte pour ces cordonniers-là, capable, par exemple, d'imposer les prix, de peser un peu sur le prix des matières premières importées de Chine de plus en plus, ou encore le système de formation de ces acteurs de la petite production marchande qui est très reproductif, c'est-à-dire que on vous forme à faire ce que, voilà, de manière séculaire, en fait, ce qu'on a aussi appris à faire. Donc, en fait, c'est un modèle qui est assez mimétique. Il ne favorise pas, en fait, l'adaptation. L'autre élément, en fait, qui est aussi apparu en fait dans mon travail, c'est le manque de polyvalence aussi, mais au-delà les faibles ressources économiques de ces acteurs qui, qui sont aussi des aspects à relever. Donc, en fait, là, c'est un aspect de cette mondialisation qui met l'accent, en fait, sur la mise en concurrence. Mais au-delà de la mise en concurrence, pour moi, en fait, ce n'est que la face visible, en fait, la face la plus visible, parce qu'au-delà, c'est aussi l'observation de ces nouveaux dispositifs commerciaux, à la fois local et global, au sein de ces espaces intermédiaires, finalement, qui sont des espaces transnationaux, puisque ça connecte différentes catégories d'acteurs avec des circulations en fait, d'informations, d'idées, etc. Et ça contribue un peu à, comment dire, en fait, c'est au niveau de ces nouveaux dispositifs de confiance qu'on peut réellement voir un peu comment en fait opèrent les dynamiques de reconfiguration discrètes de la ville africaine, notamment dakaroise. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est que ça permet non seulement de voir des processus de production de marché port-to-port. Excusez-moi, mon anglais, il n'est pas très fort, terrible. Port-to-port, donc en fait, initié par des pauvres et qui serait basé en fait sur l'horizontalité des relations, mais aussi leur capacité à établir des connexions entre le local et le global. Et au-delà, c'est toutes les opportunités que ça ouvre pour les commerçants locaux qui peuvent finalement en fait euh, faire éclore ou développer des compétences souvent invisibilisées dans des dispositifs anciennement établis et qui leur permet un peu de gagner en fait en valorisation un peu de leurs activités et de leurs valeurs sociales. Donc, comme je disais, en fait, c'est un dispositif en fait finalement qui, notamment, qui illustre un peu les transformations discrètes à l'œuvre dans l'espace urbain dakarois et qui sont en fait le fait de ces processus de mondialisation non hégémonique notamment. Aujourd'hui, on a, par exemple, grâce en fait à la naissance en fait de ce dispositif-là, je trouve que c'est assez important autant de mettre l'accent sur les migrants chinois, mais autant aussi de mettre la focale sur avec qui ils entrent en coopération, avec qui ils créent des ententes et des accords, parce que grâce en fait à la création à la mise en place de la coproduction de ce dispositif-là, les acteurs économiques locaux aujourd'hui ont pu créer un dispositif parallèle, dédoubler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en sus de ce dispositif sino-sénégalais, aujourd'hui, on voit par exemple de plus en plus une élite commerciale sénégalaise qui est à la base en fait constituée de personnes
parti de rien et dont le prestige a été forgé progressivement. Le prestige, mais aussi le pouvoir économique a été forgé progressivement à l'intérieur de ce dispositif. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui font quand même qui méritent d'être reconnus, valorisés, parce qu'il y en a certains aujourd'hui qui font le même parcours que les commerçants, les grands commerçants sénégalais. Ils font en Chine, ils ont accédé en fait comment dire, ils ont en fait développé des parcours de mobilité verticale avec une présence remarquée en fait par exemple, ils vont souvent à Guangzhou, qui est un peu plus fréquenté que d'autres espaces en Chine, à partir un peu en fait de tout le capital relationnel, mais aussi économique. Qui a été développé grâce à leur ancrage dans ce dispositif-là. Donc, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui montrent finalement en fait que la stratification, que ces nouvelles formes de stratification professionnelle que j'évoque de manière rapide, qui sont redevables en fait du dispositif commercial sino-sénégalais, elles montrent finalement que la mobilité horizontale n'est pas toujours l'horizon certain des promoteurs d'activités faiblement légitimée. Je préfère cette expression-là à économie informelle, qui est plutôt l'expression le plus souvent utilisée.